Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. On se retrouve, pour nous, juste après l'enregistrement de l'épisode final des Nouvelles du Chevalier Errant. Donc on retourne sur la saga principale avec le chapitre 5, soit le chapitre 5 de Clash of Kings, soit le deuxième chapitre aérien. Toujours en compagnie de Guillaume. Bien ou quoi? C'est comment il dit encore Bosch? Bien ou quoi? T'as mis dans le con ou quoi? Moi ça me rappelle Caris chez Mouloud, tu sais, avant de s'en dire je m'en bats les couilles frère, il dit bien ou quoi les fils, au revoir. Bon, vous avez remarqué sa présence? Ouais. Toujours chaleureuse. Et ça nous fait extrêmement plaisir en fait, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné sur la saga principale. Moi j'aurais voulu revenir sur un chapitre un peu plus épique oui. que celui-ci, mais on va faire avec. On s'en contentera. Donc vas-y Guillaume, je te laisse faire le résumé de ce chapitre. Ça marche. Donc dans ce chapitre on va retrouver Arya sur la route royale, en direction du nord afin de retrouver sa famille à Winterfell, accompagnée de Yoren. Et elle découvre petit à petit les personnes qui constituent son escorte, notamment Jaqen H'ghar, un homme mystérieux qui dit venir de la cité libre de Lorath, enfermé dans une cage avec deux autres personnes qui n'ont pas l'air d'être de très bonne compagnie. Sur la route, ils seront interrompus par 6 manteaux d'or qui sont à la recherche d'une recrue de Yoren, mais alors qu'Arya pense déjà avoir été repérée, à sa grande surprise, c'est pas elle qu'ils cherchent, mais ils sont là pour Gendry, le bâtard de Robert Baratheon, qui, on sait déjà, enfin, on avait deviné que c'était Taureau. Yoren réussira à gagner du temps et à faire partir les gardes, mais la route s'annonce encore plus difficile que prévu. Tes résumés s'améliorent de chapitre en chapitre. Si tu le dis. Non mais en vrai ça doit être agréable, hein, en tant qu'auditeur, tu sais, de savoir dans quoi on s'embarque, tu vois. Donc je pense qu'il y a des gens, tu sais, qui lisent pas les chapitres en fait, qui écoutent juste notre épisode, et qui se disent, en t'écoutant, ok, qu'est-ce qui se passe encore dans, tu vois. Sûrement les gens qui ont déjà lu de la saga, qui se disent, ah oui d'accord, il se passe ça dans l'épisode dont on va parler. Mais peut-être qu'ils les lisent pas. J'en sais rien, t'as plus de contact avec la commu que moi. La commu. La commu. Qu'on leur trouve comme tout youtubeur qui se respecte. Un nom de commu. Un nom de commu. C'est tout. Les apprentis. Ouais. Les apprentis. Ça va? Bah, de base, les apprentis lecteurs, c'est supposé nous désigner à nous, tu vois. Oui. Tu pourrais dire qu'ils nous accompagnent dans notre apprentissage, quelque chose comme ça. Nos accompagnateurs. Les alumni. Ou les alumni. Les alumni. Le chapitre débute sur une description faite par Arya sur les gens que la procession de la garde de nuit croisait sur sa route. Eux allaient vers le nord, tandis que tous ceux qu'ils croisaient allaient plutôt vers le sud. Et c'est un peu dans ce dont on parlait dans le dernier chapitre de Tyrion, où la population cherchait à fuir la guerre et à se réfugier en sécurité dans la ville de Port-Réal. Tous y passaient, vieilles personnes, enfants, nourrissons, artisans, à pied ou à cheval. Certains avaient des armes, d'autres s'en étaient fabriqués. Et on se rappelle, dans le dernier chapitre de Tyrion, que Littlefinger avait imposé une taxe à l'entrée des gens qui voulaient entrer dans la ville. Vraiment, t'es mal à taille du rat. T'es mal à taille du rat. Incroyable. En s'arrêtant dans une auberge, l'aubergiste avertit Yoren, le vétéran de la garde de nuit, qu'il leur serait impossible de progresser vers le nord, qu'on avait incendié la moitié des champs, et que le peu d'habitants qui y restait s'étaient retranchés derrière des fortifications. Mais cela inquiétait peu Yoren, car la garde de nuit ne prenait pas parti, et ça, tout le monde le savait. Donc c'est un peu stylé ça. C'est-à-dire tu peux te balader dans les 4 coins des 7 couronnes, te balader avec une carte, je suis de la garde de nuit, en gros, on te fera pas chier. Ouais, mais il faut préciser que, genre, t'es pas déserteur, quoi. Oui. Et en plus, je pense qu'il doit y avoir un mot qu'a écrit Gérard Mormont pour dire, ils sont bien de la garde de nuit, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, normalement. Mais bon, j'espère que si tu t'habilles juste en noir, oui. la garde de nuit. Selon l'aubergiste, dans le Conflent, en plus des Stark et des Tully, se trouvaient aussi les sauvages des montagnes de la Lune. Alors ça, ça doit être le fait que on sait que les clans des montagnes de la Lune, ils viennent du Val d'Arin, qui sont un peu sortis sous l'impulsion de Tyrion,
Mais je crois qu'on avait croisé pas mal qui avaient suivi Tyrion à Port-Réal. Donc ça doit être le fait que suite à justement à leur départ, peut-être qu'ils sont un peu plus agités maintenant. On disait aussi que le jeune Stark montait son loup lors des batailles. D'ailleurs, bon, ça c'est assez stylé, hein. Je veux dire, le fait que on dise de toi que tu montes ton loup, je pense pas que c'est la vérité, mais vrai, c'est une sacrée image, tu vois. Tu montes ton loup-garou. Ça me rappelle l'image de Poutine sur un ours. Oui, exactement. Vraiment la propagande de bataille. Incroyable. D'ailleurs, en parlant de loup, un homme intervient pour leur expliquer que depuis quelque temps, les meutes de loups autour du lac L'Œil-Dieu sont incontrôlables et qu'elles tuent aussi bien les brebis que les vaches ou les chiens. Ces faits sont confirmés par une vieille dame dont la cousine lui a parlé d'une... Je sais bien quand c'est... Alors moi, ma cousine, là, dans le conflant, elle m'a parlé d'un truc que son feu beau-frère lui avait... Donc voilà, cette cousine a parlé à la vieille dame d'une grande meute, une meute tueuse d'hommes, même conduite par une louve. Rien ne put s'empêcher de penser à Nymeria en entendant parler d'une louve. Donc Guillaume, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce qui arrivait à Nymeria, la louve d'Arya? Bah, faut se rappeler de ce magnifique chapitre de Sansa et de Joffrey sur les bords du Trident qui passent une journée en amoureux et tout, et où Joffrey vient provoquer Arya, il se bastonne et Nymeria défend Arya en lui mordant la main. Et sachant que Joffrey allait tout faire pour que Nymeria soit abattue, ils ont chassé Nymeria. Et c'est ce qu'ils expliquent, ce qu'ils rappellent dans le chapitre aussi. Ouais. Alors ils ont chassé, je crois de souvenir que c'est Arya qui l'a fait fuir en fait en lui balançant des cailloux. Ouais, c'est ça. Une autre histoire est contée à propos de cette louve, qu'elle serait entrée dans un village un jour de marché et aurait arraché un bébé des bras d'une mère. Un certain Lord Mouton et ses fils ont traqué la bête suite à cette affaire avec leurs chiens, mais aucun de ceux-ci n'est revenu de la traque. Donc toi Guillaume, est-ce que tu penserais là comme ça du tac au tac que ça serait vraiment Nymeria, ou ça serait juste ça se trouve il y aurait même pas de louve en fait? Je me dis que c'est pas écrit au hasard pour rien. Que ça doit être Nymeria. Ouais. Yoren vire ensuite Arya de la salle lorsque celle-ci s'emporte en entendant ces histoires et crie à tout va que les loups ne mangent pas de bébés. Parce que comme ça, tu peux dire est-ce que c'est Nymeria? Parce que bon, Nymeria c'est le loup d'Arya, elle fait partie du clan des gentils. Le fait qu'elle enlève un bébé, c'est un peu méchant, donc ça doit pas lui ressembler. Après, et en même temps, ça fait longtemps qu'elle a plus de contact avec Arya. Ouais. Peut-être que c'est une loup très sauvage, quoi, une louve très sauvage. Peut-être que justement, elle a le fait que Nymeria s'est sentie trahie par sa maîtresse devient d'autant plus sauvage. Là, c'est plus... On sait que comment ça s'appelle, Broussailles, le loup Dricon, il était sauvage, mais là, ça serait... ça sera un palier au-dessus, quand même. Un des 3 hommes enchaînés au fourgon parla à Arya lorsqu'elle sortit de l'auberge. C'était le plus jeune des 3, et il parlait toujours de lui à la 3e personne. Ses cheveux étaient rouges d'un côté et blancs de l'autre. Cet homme lui disait vouloir être son ami, et quand Arya répondit qu'elle en avait déjà, un autre des 3 prisonniers lui répondit qu'il n'en voyait pas. Il se nommait Rorge. Alors, je sais pas comment on se prononce, Rorge. Moi, je dirais Rorge. Rorge. Mais après, c'est pas en anglais comment c'est. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je dirais Rorge, c'est plus facile à prononcer pour nous. Ok, bon, on va partir sur Rorge alors. Rorge. Le 3e prisonnier, lui, était chauve, et Arya avait l'impression qu'il ne s'exprimait que par des sifflements. Il se nommait Mordeur. Je crois que, en fait, on comprend qu'il n'a pas de langue, je crois. Dans le sens que, comme il s'exprime que par des sifflements comme ça, tu vois, et le fait qu'on le nomme Mordeur, je pense qu'il n'a pas de langue. Mais il parle que le fourche-langue. Le premier homme, le plus jeune, avait quelque chose dans sa façon de parler qui lui rappelait son ancien maître à danser, Syrio Forel. Donc je sais pas si vous vous rappelez du bel accent que Guillaume avait employé pour nous imiter Syrio Forel. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous pouvez aller écouter nos anciens épisodes pour vous en rappeler. Et sauf que Syrio Forel, lui, on savait qu'il venait de Bravos. Tu te rappelles ou pas de son titre premier...
Je crois, premier soldat du grand amiral. Première épée, ouais. Première épée du grand amiral. De Bravos, exactement. Et l'homme, voilà, le plus jeune, celui avec une moitié de cheveux rouges et une moitié de cheveux blonds, se nommait Jaqen H'ghar. En tout cas, on dit H'ghar parce que je crois que dans la série il dit Jaqen H'ghar. Mais c'est vrai que quand tu lis ça et que t'as jamais entendu la prononciation, Jaqen H'ghar. Et ce Jaqen H'ghar était jadis citoyen de la cité libre de Loras. Alors, on avait déjà entendu parler de cette cité libre. Ah ouais, mais j'avais Loras. l'impression que c'était la première fois qu'on entendait parler de Loras. Une seule fois. Mais dans un coin très oubliable. C'était dans un chapitre de Daenerys où elle explique que Khal Drogo ne veut pas reconquérir les 7 couronnes car elles ne lui sont rien. Et que il imagine les 7 couronnes comme étant une poignée de bourgades, comme étant comme les cités libres de Lys ou de Loras. Mais c'est la seule fois où c'était cité depuis le début de la saga. Même Martin, il sait pas. Martin, il a oublié. Mais du coup, il y a une certaine... alors, c'est pas une incohérence, hein, parce que ça se trouve, ils ont le même accent, mais comme on sait que Syrio Forel, il vient de Bravos, et que c'est de là qu'il tire son accent, et que Arya a l'impression d'entendre le même accent chez Jaqen H'ghar, mais que lui dit venir de Loras. Est-ce qu'il vient de Bravos ou de Loras? C'est la question, mais après... Bon, on sait pas si les accents entre les cités libres, il est commun, ou quoi, hein. Après, on a l'impression que vraiment l'accent de Bravos, il y avait quelque chose, je crois que dans le texte, c'était dit que c'est un accent chantant ou quelque chose comme ça. Et donc, ça a l'air assez reconnaissable. C'est pour ça que bon, après, mais, comme on peut dire, ça se trouve, Loras, ils ont le même accent, en fait. Les deux hommes, Rorge et Mordor, essayèrent d'agresser Arya, mais celle-ci put s'esquiver juste à temps. Un garçon plus brave que sensé, commenta Jaqen H'ghar. Arya fut ensuite interceptée par Toro, ou Gendry, comme le lecteur est supposé le savoir à présent. Bon, ils se chauffèrent quelques instants. Tu sais, j'aime bien ça. T'as l'impression que c'est vraiment tu vois, une sorte de truc d'enfant où les deux ils se cherchent et voilà, comme c'est des enfants, au lieu de s'embrasser, ils cherchent à se battre quoi. Et c'est ce qui se passe dans le chapitre, c'est genre oui, moi tu connais pas ma rapidité, ouais, toi tu connais pas ma force. Et genre c'est un truc con comme ça, un truc enfantin. Mais je sais pas quel âge il a Gendry. Parce que bon, on sait que Arya elle est très jeune. Et voilà quoi, il faudrait pas franchir la ligne. Voilà, Gendry va plus l'air proche de la majorité que Arya quoi. Mais Gendry fut interpellé par la vision des manteaux d'or. Arya remarqua que ces chevaliers, alors, je sais pas si les manteaux d'or c'est des chevaliers, peut-être c'est juste des gardes, hein, avaient parcouru rapidement le chemin depuis Port-Réal. Ils arrivèrent près de Yoren, car la reine avait ordonné la capture d'un des jeunes allant à la garde de nuit, la reine Cersei. Arya crut rapidement que c'était elle, et comment ne pas la comprendre, elle qui devait être la personne la plus recherchée du donjon rouge, mais, en vérité, c'était pour Gendry qu'ils étaient venus. Heureusement qu'Yoren était présent, il contra les manteaux d'or en leur expliquant que maintenant que le jeune était engagé dans la garde de nuit, il était intouchable. Les crimes étaient effacés dès qu'on y entrait. Alors ça, est-ce que les crimes ils sont effacés au moment où on fait les vœux ou avant? Mais je pense que c'est avant, tu vois. Ça paraît quand même assez logique. Vu qu'à partir du moment où on dit, bah, soit t'as le choix entre te faire couper la main ou à la garde de nuit, tu vas à la garde de nuit, même si t'as pas fait tes vœux, normalement t'es quand même sous le protectorat, quoi. Ouais. Mais bon, je pense qu'il y a un vide juridique quelque part, hein. Il faudrait... une zone grise. C'est qui il y a un maître des lois à Westeros, quelque chose comme ça? Si, un maître des lois. C'est qui le maître des lois dans le conseil restreint? Renly, je crois. Vous entendez mes applaudissements? C'est toi qui m'as tout appris. Ouais. Donc Renly est bien le maître des lois. Franchement, Guillaume, bien joué. Je n'en avais aucun souvenir. Putain, mais Gendry, il a vraiment exercé aucune fonction de sa fonction de conseil restreint dans le premier tome, quoi. Ouais, Renly. C'est marrant, Cassimini, donc c'est ça à lui qu'on devrait demander pour savoir, tu vois, pour connaître quelle est l'envergure de ce vide juridique. Les manteaux d'or étaient prêts à en découdre, mais tout aussi les hommes que Yoren emmenait au mur, beaucoup s'étaient mobilisés afin de faire fuir les hommes du guet, même Tourte Chaude, ce qui surprit Arya. Donc toi, Guillaume, tu le comprends comment voilà, la dévotion de Tourte Chaude au moment de défendre Arya ou Gendry?
Peut-être c'est des gosses qui avaient pas de famille et qui se découvrent un peu pour la première fois de leur vie, ils ont un esprit de famille ou un truc comme ça. Genre un esprit de groupe qui commence à se former. Ouais. C'est beau, ça. Ouais, genre tu vas à l'armée et tout, tu commences à te dire, mais c'est mon frère, je le protège. Yoren arriva à faire fuir les manteaux d'or, mais ceux-ci le menacèrent. La prochaine fois, ils auraient sa peau, ainsi que celle du petit bâtard. Et en lisant ce chapitre, on comprend d'ailleurs que Gendry ne sait toujours pas qu'il est un bâtard de Robert, et il ne comprend d'ailleurs pas non plus pourquoi Arya pensait que c'était elle qu'on cherchait. Ouais. Donc, alors, si on regarde la situation, en gros, Cersei veut sûrement la tête de Gendry, je pense pas qu'elle veut juste le ramener à la cour. Donc elle doit savoir que Gendry c'est un bâtard elle le sait du coup que c'est un bâtard de Robert, mais ce qui est intéressant parce qu'on n'avait pas d'informations dans le premier tome que Cersei avait connaissance de l'identité des bâtards. Enfin on savait, je pense on sait qu'elle savait que Robert en avait, sûrement. Et après Varys il peut toujours balancer des noms, mais après c'est pas forcément dans les intérêts de Varys. Bah surtout que c'est lui qui aurait protégé Gendry. Ouais. Ce qui est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc comment Cersei a eu vent de l'identité de Gendry, quoi. Soit quelqu'un fait suivre Varys, mais c'est vraiment pour que quelqu'un fasse suivre Varys, voilà quoi, moi je crois pas trop. Soit c'est Varys qui lui a dit, mais dans ce cas-là, alors qu'on sait que c'est Varys, je sais pas si tu te rappelles que ça fait longtemps, mais on sait que c'est Varys qui a fait fuir Gendry. Celui qui a donné une bourse, tu sais, oui, avec l'espèce de l'embonpoint violet, voilà. Je sais pas. Il a donné une bourse à Tobomot en lui disant, machin, Gendry il part à la garde de nuit, quoi. Soit en fait elle était au courant depuis le début, mais juste elle faisait rien parce que bon, Robert était en vie, que ça lui causait pas trop d'intérêt. Mais du coup le fait qu'elle cherche Gendry à ce moment-là, je pense que c'est parce qu'elle a peur des révélations qu'il peut y avoir par rapport à par rapport au fait que ses enfants, enfin du coup Joffrey, Tommen et Myrcella ne sont pas les enfants légitimes de Robert, quoi. Ça. Ce ne sont pas les enfants de Robert tout court, en fait. Mais vraiment, comment essayer de rien que l'existence de Gendry et la localisation de Gendry. Oui, c'est vrai que la localisation, c'est vrai ça. Genre c'est une recrue qui cherche, quoi. Ouais. Tout c'est-à-dire qu'elle sait pertinemment que... Non, mais après, si elle sait que Gendry, si elle connaît l'identité de Gendry, elle a pu savoir par Tobomot qu'il allait à la garde de nuit. Oui. Donc ça se trouve, même elle l'a torturé, ou elle l'a fait chanter, ou quelque chose comme ça. Mais du coup, oui, Gendry, il est toujours pas au courant de son identité réelle, en fait. Ouais. Bon, après ça, c'est... Bon, voilà, quoi, mais... Je pense pas que ça changerait grand-chose dans sa vie s'il le savait maintenant, mais bon, ça lui donnerait peut-être une compréhension de ce qui lui arrive. Ouais. Et oui... C'est vrai qu'il déteste Robert, il me semble. Il déteste... Ah bon? C'est pas une notion de... Ben, non, il déteste la haute, en fait. Tu sais, il aimait pas il voulait pas que Ned touche à son casque. Ouais. En mode, bah non, mais moi, c'est moi qui l'ai fabriqué, même si vous êtes de la haute, vous avez pas le droit de toucher mes objets personnels, etc., quoi. Ouais. Et, mais du coup, Arya s'est fait un peu cramer tout seul, en disant que, bah non, c'est moi qui les cherche. Du coup, je pense qu'il va avoir des soupçons vis-à-vis d'elle. Après, jusqu'à découvrir que, Et en même temps, c'est bizarre parce que tu vois, dans le chapitre, où le garde il dit oui, fillette, range ton épée, et en mode tombe autour d'eux n'a pas découvert que Arya c'était une fille, tu vois. Ah, je me dis, ouais, peut-être ça se trouve c'est de l'insulte fillette, genre. Ah ouais, tu veux dire dans le sens ouais. Une grosse meuf. Genre t'es une pédale quoi. Ouais. Ouais. Bah je me dis quand même les plus perspicaces sont d'une fille que Arya c'était une fille, genre. Je sais plus quand on avait parlé dans un épisode précédent en disant que enfin ouais, ça se voyait quand même, genre. Ouais, j'ai rarement vraiment confondu une petite fille avec un petit garçon. En tout cas, ce beau monde allait devoir chevaucher toute la nuit afin de fuir les gardes. Donc on en a terminé pour ce chapitre. C'est vrai que assez court. Pas grand chose à raconter. Pas grand chose à raconter. On espère tout de même que ça vous a plu. Et puis voilà, toutes les choses habituelles, commenter, partager, aimer, tout ça. Et puis on vous retrouve la prochaine fois pour un chapitre de Jon. À la prochaine.